L'actualité vue des États-Unis, je vous le rappelle, c'est notre rendez-vous hebdomadaire, le quart d'heure américain avec notre correspondant Pierre-Yves Dugas, qu'on retrouve de manière exceptionnelle ce mardi à 12h30. Mais le rendez-vous habituel, eh bien celui du lundi 17h45 en direct, rediffusé à 20h45. Et vous retrouvez ce quart d'heure américain chaque semaine, évidemment, en replay sur bismart.fr. Pierre-Yves, bonjour et bienvenue. Ravi de vous retrouver pour revenir quand même sur ce qui reste le sujet d'actualité entre l'Europe et les États-Unis des dernières heures et des derniers jours, la visite d'État d'Emmanuel Macron en fin de semaine dernière aux États-Unis, avec rencontre évidemment en tête-à-tête avec Joe Biden à la Maison-Blanche. Si on revient un peu peut-être sur les objectifs que pouvait se fixer Emmanuel Macron avant cette visite, et ce qu'il a pu peut-être obtenir, quel est le bilan que vous dressez effectivement de cette visite qui a été abondamment commentée? Alors, Grégoire, je pense qu'il faut en la matière éviter le romantisme, éviter la naïveté, éviter en gros de trop tomber dans le piège des belles images que représente toujours le voyage d'un chef d'État étranger à Washington. Maintenant que la poussière est retombée, comme on dit en anglais, regardez un petit peu avec un peu de recul ce qui s'est passé. L'amitié franco-américaine, c'est important. Mais nous sommes en 2023, nous ne sommes plus en 1776. Invoquer Lafayette, invoquer l'amiral de Grasse, c'est vrai, ça fait partie de l'histoire américaine et l'amitié franco-américaine, c'est une chose importante et il faut l'entretenir. Les tapes dans le dos entre chefs d'État, qu'est-ce qu'elles veulent dire vraiment? Je me pose des questions. Les sous-marins que la France devait vendre à l'Australie et l'affaire probablement ne va pas se faire. Quelle est la nature des excuses qui nous ont été adressées par les Américains dans cette affaire? Finalement, qu'en est-il? Vous vous souvenez quand l'ambassadeur de France à Washington a dû rentrer à Paris? Est-ce que tout ça est vraiment oublié? Moi, je n'en suis pas sûr. Juste un petit retour sur l'histoire. En 1814, les Anglais ont brûlé la Maison-Blanche. 1814, dans le cadre de la guerre qu'on appelle dans les livres d'histoire la guerre de 1812. Ça n'empêche pas les États-Unis d'avoir une relation privilégiée avec le Royaume-Uni. Donc, à l'inverse, si l'amitié franco-américaine historiquement est importante, elle ne donne pas nécessairement une place privilégiée à la France dans les décisions stratégiques que prennent les chefs d'État américains. Les Américains ne veulent pas être responsables des mauvais choix qu'ont fait les Européens en matière énergétique, même s'il n'est pas du tout dans leur intérêt d'avoir une Europe trop affaiblie. J'ai été frappé par un propos qui a été tenu par le président Macron devant la communauté française à Washington. Il a dit, attention, il ne faudrait pas que l'Europe soit une variable d'ajustement dans la concurrence entre les États-Unis et la Chine. Oui, c'est vrai, il ne le faudrait pas, mais c'est malheureusement le cas, et c'est le cas depuis des années. Ce n'est pas de la faute du gouvernement français, mais c'est malheureusement comme ça que l'on perçoit les choses du côté américain. L'Europe est un partenaire important, un partenaire avec lequel il faut entretenir de bonnes relations. Le conflit en Ukraine est une chose qui bouleverse les choses et qui renforce la nécessité d'une alliance atlantique forte. Mais l'Europe ne pèse plus aussi lourd que la Chine et, comme votre intervenant vient de le dire, probablement plus aussi lourd que l'Inde. Donc c'est une visite qui a été utile. C'est une visite qui a permis au président Macron de marquer des points en Europe aussi. Parce que Emmanuel Macron voulait marquer que pendant que le chancelier allemand va à Pékin, lui, il va aux États-Unis. Et il essaye de rattraper quelque chose qui donne vraiment l'impression d'avoir été raté par les autorités de l'Union européenne telles qu'elles sont représentées aux États-Unis. L'Union européenne a une ambassade à Washington. Et comment se fait-il que cette loi américaine qui a été adoptée au mois d'août et qui est si néfaste pour les intérêts économiques européens, ce soit seulement maintenant que l'on tente d'engager une négociation? Cette négociation, d'ailleurs, n'en est pas une, parce que finalement, toutes les cartes sont dans la main des Américains dans cette affaire.
La loi a été adoptée au Congrès, elle ne changera pas, a dit Joe Biden. Toutes ces aides fiscales, ces crédits d'impôt, ces aides directes, ces garanties de prêts pour la construction de nouvelles usines, pour créer de nouvelles filières vertes, de toutes sortes de nouvelles industries vertes aux États-Unis, tout ça est sur le papier. Les Européens essaient de rattraper les choses en jouant à la marge sur la manière dont ces règles, clairement établies par la loi, vont pouvoir être interprétées. On a eu une réunion à Washington, enfin juste au nord, dans le Maryland, tout près de chez moi, avec les autorités européennes et les autorités américaines pour voir dans quelles conditions on pouvait réinterpréter ces règles-là. Ça va prendre du temps, mais ça n'est pas fait. Je crois qu'il y a un animal de compagnie qui s'impatiente, qui doit avoir faim peut-être, Pierre-Yves. Non, mais je vous dérange encore quelques minutes, Pierre-Yves. Non, mais vous l'avez très bien dit. Les États-Unis, effectivement, défendent leurs intérêts et avant tout leurs intérêts. Il n'y a pas de changement de ce point de vue-là. Néanmoins, l'Europe est un client important et une Europe trop affaiblie ne va pas à un certain point dans le sens des intérêts américains. Du côté européen, on ne peut pas entrer en guerre commerciale, j'entends, avec les États-Unis. Est-ce que là, il y a quand même un chemin à trouver ? L'idée d'un compromis qui permettrait peut-être aux Européens et à des industries européennes de profiter également de ce qui se passe aux États-Unis. On a beaucoup parlé du segment dédié à la voiture électrique dans le plan de réduction de l'inflation tel qu'il est prévu aux États-Unis. Les Européens sont quand même des gros producteurs d'automobiles et beaucoup de grands constructeurs européens ont des implantations industrielles importantes aux États-Unis. Oui, alors, il y a deux niveaux d'aide. Il y a les crédits d'impôt que la loi prévoit d'accorder aux Européens, aux Américains qui vont acheter des voitures électriques. Ça, c'est important dans l'immédiat parce que certaines de ces dispositions vont entrer en vigueur dès le 1er janvier. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus grave qui a été bien résumé d'ailleurs par un lobbyiste canadien qui parle de véritable aspirateur de l'investissement en matière d'énergie verte par les États-Unis, qui a été mis en place pour une longue période de 10 ans et qui concerne cette fois-ci les aides que le fisc américain, sous toutes sortes de manières, va apporter à des industriels qui vont s'implanter aux États-Unis pour faire de l'économie verte, pour faire de nouvelles batteries. Prenons l'exemple très concret de General Motors qui s'est allié avec le coréen LG. General Motors va bénéficier pour la construction de 3 usines de batteries d'une garantie de prêt de 2,5 milliards de dollars pour la construction de ces 3 usines. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que General Motors estime que le prix de production de ces batteries, qui sont l'élément essentiel des véhicules électriques, va baisser de 30 à 40% grâce à cet investissement et grâce à cette garantie qu'apportera le fisc américain. Qu'est-ce que ça représente concrètement dans 5-6 ans ? C'est entre 3 500 et 5 500 dollars de profit, je dis bien de profit supplémentaire pour General Motors sur le marché de l'automobile électrique. À tel point que Tesla, qui investit massivement en Allemagne pour vendre pour assembler des véhicules et fabriquer des batteries, est en train de se demander s'il ne fallait pas rester au niveau de ces batteries, en tout cas, sur le territoire américain. Et ce problème-là est un problème qui a été, je crois, bien posé par Emmanuel Macron lorsqu'il est allé voir Joe Biden en lui disant « C'est formidable ce que vous faites pour le climat, c'est formidable pour l'économie américaine, mais les règles du jeu sont en train de basculer du côté américain et nous, Européens, nous n'avons pas les moyens de vous faire concurrence et il faut surtout éviter que nous nous lancions dans une course à la subvention. » Le problème, c'est que cet appel intervient un an trop tard. Il aurait fallu signaler ce danger important pour l'équilibre des investissements dans le monde et pour l'avenir de l'Alliance Atlantique. Il aurait fallu le signaler avant. Maintenant, la balle roule déjà du côté américain et les Européens n'ont pas beaucoup de cartes dans leur jeu pour défendre leurs intérêts. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire effectivement sur cette rencontre qui a été abondamment commentée, on le disait, Pierre-Yves, et les résultats, l'idée que quand même cette rencontre a pu être utile sous certains aspects pour Emmanuel Macron et peut-être également pour Joe Biden, imaginons. Un dernier mot peut-être de la Réserve fédérale américaine, Pierre-Yves, on en parlait avec l'intervenant précédent, la dernière réunion de l'année pour la Fed a lieu donc la semaine prochaine, 13 et 14 décembre, avec sans doute ce qui sera le fait marquant, l'idée qu'on ne monte plus les taux de 75 points de base, mais de seulement 50.
A priori, 50 points de base, tout a été fait pour nous inciter à penser que ça sera 50 et pas 75. Mais les bons résultats donnés par l'économie américaine au cours des dernières semaines en matière de création d'emplois, en matière de consommation, et si l'on en croit l'indice ISM, en matière d'accélération à nouveau de l'activité dans le secteur des services au mois de novembre, ce qui est une grosse surprise, on s'attendait à un ralentissement. Tout cela montre que, pour le moment, les fortes hausses pratiquées par la Fed n'ont pas trop affaibli l'économie américaine. Ça ne peut qu'inciter la Réserve fédérale, si ce n'est à ralentir l'ampleur de ces majorations de taux. On va passer probablement de 75 à 50, mais probablement d'inciter la Réserve fédérale à continuer avec des majorations de 50 et peut-être de dépasser ce dont nous parlions tout à l'heure avec votre intervenant, de dépasser ce niveau de 5% qui avait été accrédité comme le plateau auquel on allait se situer pour les Fed Funds au cours de l'année 2023. L'économie américaine a le dos plus solide que prévu pour le moment, même si c'est vrai l'immobilier résidentiel souffre déjà beaucoup. Bon, on suivra ça avec attention. Les dernières grandes réunions de Banque centrale auront lieu dans les prochains jours avec la Fed la semaine prochaine, 13 et 14 décembre, suivi le lendemain de la réunion de la Banque centrale européenne le 15 décembre. Merci beaucoup Pierre-Yves. Pierre-Yves Dugas, correspondant américain, avec nous chaque semaine, le lundi, normalement à 17h45 en direct, rediffusé à 20h45. Et ce quart d'heure américain était décalé exceptionnellement à ce mardi 12h45 dans Smart Bourse. De toute façon, le replay sera disponible d'ici quelques heures à peine sur la plateforme bismart.fr. Pierre-Yves Dugas, correspondant américain, qui était avec nous en visioconférence. Voilà pour cette édition Smart Bourse de la mi-journée. On se retrouve à 17h en direct sur Bismart.